Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 80. Eh oui, enfin une chronique, j'en suis bel et bien au numéro 80. Ceci étant, cette chronique traitera bien entendu du national-communisme, ou plus communément appelé vulgairement le national-bolchevisme. Alors, qu'est-ce que le national-communisme? Si on s'appuie sur des sources allemandes, des sources russes également, et des sources yougoslaves, puisque ce sont, je dirais, une multitude d'influences, aussi bien, je dirais, la considération allemande en cas d'espèce dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui a également précédé la Seconde Guerre mondiale, et dont ce mouvement ouvrier a été non seulement massacré, mais tué dans l'œuf et récupéré par l'odieux régime national-socialiste, qui n'en avait que le nom, passant également d'une façon plus réactualisée, une certaine forme de révisionnisme titiste, et d'une conception que je dirais même, n'ayons pas peur des mots, poutinienne de la considération du social et de la nation. Alors, on peut regarder effectivement dans un contexte de déstabilisation, puisque c'est là où effectivement le fait du national-bolchevisme ou du national-communisme, appelez-le comme vous voulez, est réintroduit dans une certaine conception à partir des années 60, partant de la sphère économique, mouvement encouragé par des dirigeants locaux du parti, aussi bien en Yougoslavie que en RDA. Et cette dimension revêt un particularisme, non pas anti-soviétique, mais je dirais un particularisme tout à fait national. C'est une des raisons pourquoi on qualifie souvent la RDA, par exemple, en cas d'espèce, comme étant un régime bolchevique ou bolcho-prussien, dont la conception de la prussianité historique joue un rôle majeur. Alors les analyses consacrées au nationalisme se sont longtemps, je dirais, situées dans le cadre des États-nations, tout d'abord. Celles, par exemple, étudiant les régimes communistes ne dérogeant pas à la règle. La conception de la nation est une réalité auquel un peuple assume son histoire, quelle que soit après la doxa politique et institutionnelle, qu'elle soit capitaliste ou qu'elle soit même socialiste. Ensuite, nous avons une importance de production historiographique, c'est pourtant développé dans le sillage de l'émergence de l'histoire transnationale, tendant, je dirais, à privilégier une réflexion sur les matrices des nationalismes à une échelle plus vaste, plus complexe, je dirais. Car beaucoup parlent de patriotisme plutôt que de nationalisme. Rappelez-vous un petit peu le slogan de Che Guevara et de Fidel Castro à Cuba, la patria o la muerte, la patrie ou la mort. Et donc, vous voyez le rôle déterminant aussi de ce que peut être la patrie pour un peuple. C'est là où il vit, c'est là où il naît, c'est là où il se marie, c'est là où il travaille, c'est là où il a des plaisirs, des bonheurs et des malheurs, et c'est aussi là où finalement il finira ses jours. Donc, quand on examine, je dirais, préciser à une échelle plus vaste, des travaux examinant la circulation des modèles et leur réception, les transferts culturels et leur importance dans les étapes de la naissance de la consolidation des États-nations qui ont, in fine, je dirais, ainsi vu le jour. Alors, ce même type d'approche, il faut bien précisé au préalable, s'est imposé dans des travaux consacrés aux origines et à la résurgence du fait national, du fait de la patrie,
pays, particulièrement des démocraties populaires. Là, en cas d'espèce, on ne traite pas des pays de l'Ouest, mais bel et bien des pays de l'Est. La référence au camp communiste est indispensable pour comprendre l'articulation, je dirais, entre le communisme et une certaine forme, je dirais, de considération de la nation, de nationalisme ou d'un patriotisme exacerbé, qui ferait corps avec l'idéologie en place dans les institutions. Alors cette appartenance transnationale, facteur d'uniformisation par le biais de la soviétisation dans un premier temps, tout d'abord, au sortir bien entendu de la Seconde Guerre mondiale, par l'existence des deux blocs, et plus particulièrement du bloc soviétique, puisque parlons en cas d'espèce du communisme à l'Est, et ses effets dans la conception de la nation. Ensuite, on peut, après avoir défini cette soviétisation, qui agit ensuite comme un puissant catalyseur des particularismes nationaux, qu'on peut retrouver aujourd'hui encore une fois existants, le communisme ne les a pas détruits, mais je dirais les a intégrés. C'est le cas d'espèce de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Tchéquie, pardon, de la Slovaquie, de la Pologne. Certes, beaucoup se prétendent anticommunistes, mais ils ont oublié qu'effectivement, ce qu'ils sont, parce que beaucoup de choses ont été préservées du temps je dirais, des démocraties populaires. Alors on peut remarquer que les mouvements, je dirais, les États marxistes de l'époque ont eu tendance à devenir nation, et non seulement dans leur forme, mais aussi dans le fond. C'est-à-dire, on pourrait dire, certaines conceptions du nationalisme en étant, je dirais, non connoté, et nettoyé de tous ces oripeaux, je dirais, ou tous les sobriquets qu'on pourrait lui accoler. Alors existe-t-il pour autant une matrice du communisme national, dont le national-communisme ou le national-bolchevisme serait une variante nationaliste exacerbée? À cette question, je réponds non. En Europe de l'Est, dans les années 60, semble être à la faveur, je dirais, de la déstabilisation, rappelez-vous du fameux rapport Khrouchtchev, et de l'acceptation par l'URSS et de ses nouveaux dirigeants, de la plupart, une forme de pluralité des voies de construction du socialisme, un moment de retour en force du national, l'identification d'une voie, je dirais, parallèle, tout en coexistant d'une façon cohérente avec ces États, le communisme assimilé à son fait historique, prenant appui sur ses origines, que ce soit la Prusse, effectivement en RDA, ou la réintroduction de l'histoire, effectivement, d'avant 1917 en Russie, tout en prenant soin, bien entendu, de ne pas rétablir le pouvoir impérial du tsar, mais prenant origine sur ce que je pourrais dire les premières années de l'existence de ces nations, qui en font finalement une fusion avec le socialisme, surtout de spécificité synchronique par rapport aux autres démocraties populaires, et tout autant, je dirais, que d'une rupture diachronique par rapport au nationalisme qu'on pourrait comprendre dans les pays de l'Ouest, ou même des périodes qu'on pourrait dire antérieures aux démocraties populaires. Alors cette double originalité doit être questionnée. Politique nationale de développement économique dans un premier temps, le communisme national évolue au milieu de la décennie vers un nationalisme, un patriotisme d'État, à la fois politique et culturel, maniant une rhétorique ouvertement, je dirais, progressiste, et tenant une définition de la nation en termes, je dirais, ethniques. Cette résurgence peut être d'abord analysée comme celle d'un nationalisme de résistance face à un internationalisme de puissance, l'aspiration à l'émancipation dans le cadre du
bloc soviétique par exemple, se mue au milieu de la décennie en un patriotisme affiché qui mobilise des composantes traditionnelles de la construction identitaire de ces communautés réintégrées, recomposées, voire même ce que certains pourraient appeler imaginer. Alors, on peut définir que ces États-nations, et donc l'avènement d'une certaine forme de patriotisme, de nationalisme dans la doxa du socialisme, du communisme, conduit à se pencher sur son orchestration à des fins de légitimation politique, ainsi que, je dirais, sa phase un peu ambiguë, voire l'assouplissement des appartenances, je dirais, de blocs n'engendrant aucun moment leur remise en cause radicale. Il est important de pouvoir comprendre, c'est une raison pourquoi je définis souvent que certains États des démocraties populaires étaient des États extrêmement soucieux de leur identité, de leurs frontières et de la qualité de leur peuple. Voilà, c'était une petite explication rapide pour essayer de réfléchir à ce que cela aurait pu être, ce que a été à un moment donné, mais en 1989, le mur est tombé, finalement, cette possibilité de développement a disparu, est tombée dans les méandres de l'histoire. Donc voilà, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté sur ce petit opus que j'ai pu effectuer sur le national-communisme. J'en ferai d'autres parce que je pense qu'il y a eu des personnages importants qui ont essayé un petit peu une troisième voie. Et cela est une réflexion somme toute personnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.